Merci beaucoup d'être venu en aussi grand nombre. Et comme Mario l'a mentionné, ce que nous allons faire comme exercice ce soir est assez simple. On va parler de cimetière, on va parler de mort, on va parler de tout le rituel mortuaire que notre communauté a rencontré au cours de son histoire. Et pour compléter ça, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à venir marcher dans le cimetière ce soir, et quand on aura fini ici, ceux qui voudront nous suivre, on va continuer, on a encore le restant d'une histoire à vous raconter. On va partir d'ici à pied, on va sortir sur la rue Blanchard, rentrer dans le cimetière à l'arrière et on va traverser le cimetière avec quelques petits arrêts à l'intérieur du cimetière, mais ce sera bref, et puis c'est pas une histoire de faire peur à du monde. Vous savez, je me suis toujours dit, moi, dans la vie, je reste à côté d'un cimetière, puis dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus de misère avec des vivants qu'avec les morts. Ça fait que on ne s'inquiétera pas là-dessus. Ce qu'on peut peut-être commencer par préciser, c'est que la mort, c'est un rite de passage, donc qui est souligné d'une façon tout à fait claire dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, aussi loin qu'on puisse aller, et qu'il y a eu le début d'une intelligence sur l'Homo sapiens ou le début d'un travail. On a pris soin de ces morts, on les a enterrés, on les a, et à différents niveaux, à différents endroits, etc. Mais c'est presque une constance générale chez l'être humain dans toutes les sociétés du monde qu'on ne laisse pas traîner les morts. Et à partir de là, il y a toutes sortes de concepts, bien sûr, qui peuvent se dessiner. Certaines sociétés pour qui il n'y a rien après la mort, d'autres sociétés pour qui il y a quoi après la mort. Nous, on est tous, pour l'essentiel, de culture judéo-chrétienne et qui fait que la mort, c'est un rite de passage vers un autre monde. Et c'est un petit peu ce que l'on a vu, surtout alentour d'ici, dans ce domaine-là. Les cimetières, c'est aujourd'hui on peut presque dire une curiosité universelle. Vous faites des voyages à travers le monde et il y a des cimetières qui sont célèbres. Parmi les plus célèbres, je commencerai par lui, le cimetière de la Havane, qui a été reconnu comme site de l'UNESCO, qui est immense, dans lequel les familles ont des tombeaux, où les cimetières sont divisés en deux étapes. On met les morts dans le caveau qui est réservé à la famille et après plusieurs années, on enlève les ossements que l'on place dans un ossuaire pour laisser, et ça, on nous dit, moi je ne l'ai jamais vécu, je suis allé à la Havane à quelques fois, mais qu'il y a des gens qui ont pu assister à ça, où il y a une cérémonie après 6 ans, où on enlève dans le tombeau les os qu'on replace dans un autre pour laisser le tombeau à quelqu'un d'autre membre dans la famille. Le cimetière du Père-Lachaise, qu'on connaît tous, les grandes célébrités en Europe, en France, sont enterrés là. Il y a même des artistes américains. Et là aussi, si vous allez à Paris à n'importe quel moment, il y a toujours des centaines de personnes et il y a des tombes sur lesquelles il y a des gens 24 heures par jour. Sur des célébrités qui vivent là, celui de Montparnasse. Et les cimetières de Paris ont ceci de particulier qu'ils ont été construits presque en dehors de la ville, de ce qu'était la ville de Paris au 18e siècle, pour des raisons d'hygiène. C'est que les cimetières qui étaient placés en ville, généralement près des églises, et avec des grandes maladies, la peste a traversé l'Europe à un moment donné et qui créait des sérieux problèmes. Et aux alentours de la Révolution française, on a pris une décision à Paris qu'on vidait presque essentiellement les cimetières, les églises de tous les cimetières et qu'on déplaçait les corps, qu'on a placés dans les catacombes. Les catacombes, c'est le Paris souterrain
où on avait creusé beaucoup sous Paris pour enlever des pierres pour faire la construction de la ville. Et on peut aussi visiter les catacombes, où vous voyez ça. Ma petite visite dans le cimetière, c'est rien comparé à une visite dans les catacombes à Paris, où on peut voir les ossements tous cordés un par-dessus l'autre. Donc, ça fait longtemps qu'on s'occupe des morts, mais depuis ce temps-là, il y a un côté plus esthétique et plus culturel à nos cimetières qui sont beaux. Ils ne l'étaient pas. Et on va voir que même ici, on avait un rapport avec un cimetière qui n'était pas nécessairement esthétique. Ce n'est que dans les 50 dernières années où on a commencé à faire un peu de beauté avec nos cimetières. À Caraquette, vous savez qu'on a eu 5 cimetières, puis je dis peut-être 6. Je parle bien sûr du cimetière des fondateurs, celui du Bocage, le cimetière Thomas Cook, qui est le deuxième qu'on a ici, le cimetière des protestants, qui est près de l'église protestante, à l'arrière de notre résidence, de notre maison, le cimetière au Ruisseau Isabelle, il y a eu un cimetière là, on va en parler bien sûr, et sur la butte du Calvaire. Ça, c'est une chose que peut-être pas beaucoup de gens savent, mais que la butte du Calvaire a déjà un jour servi de cimetière. Et on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail ce soir. Le premier cimetière, c'est celui de Sainte-Anne-du-Bocage, qui date d'à peu près 1780 jusqu'en 1820. C'est le premier. Bien, le premier, entendons-nous, c'est le premier après la déportation. C'est le cimetière des déportés, en fait, les rescapés de la déportation qui sont venus s'installer à Caraquette, ils sont enterrés. On connaît bien sûr là, les plus connus, Alexis Landry, Olivier Léger, Olivier Blanchard, aidez-moi, en tout cas les 5 fondateurs, avec toute leur famille, et des Autochtones également, et beaucoup de résidents de la péninsule acadienne, parce que Caraquette étant la paroisse mère, il y a des gens dans les actes paroissiaux de Miscou, de Lamec, de Chupagan, Pocmouche, Inkerman, de toutes ces régions-là qui sont ici. Le plus célèbre, bien sûr, sur les 200, selon les indications et les recherches qui ont été faites par un groupe de travail dont Roberta et Clarence Le Breton ont piloté la rénovation de ces 2 cimetières-là quelques années passées, il y a 270 personnes qui ont été enterrées dans ce cimetière à Sainte-Anne-du-Bocage, ce qui implique probablement qu'il était plus grand que ce qui est là présentement, parce que il n'y a pas de place pour 270 personnes là-dedans, donc ça a pu probablement s'agrandir un petit peu. On a toujours avec beaucoup de satisfaction l'épitaphe qu'il y a sur la pierre de tombe d'Alexis Landry. Ici repose en paix le corps d'Alexis Landry, décédé le 4 mars 1793 à l'âge de 73 ans. Souvenez-vous de ce qui nous est arrivé. La même chose vous arrivera. Ce fut hier notre tour, ce sera peut-être aujourd'hui le vôtre. Quand on pense à la déportation et à tout ça, on ne sait pas quand ça a été fait, probablement après sa mort et pas nécessairement à son enterrement, mais il y avait une pierre de tombe qui résistait très bien, qui a été réparée et remplacée dans la rénovation du cimetière il n'y a pas si longtemps. Je veux parler également des Autochtones, parce qu'à l'époque, bien sûr, il y avait une communauté Micmac avant l'arrivée des Acadiens assez imposante ou importante qui vivait surtout à Pocmouche, mais qui l'été se déplaçait vers les côtes. Et il y a quelques familles, moi je nomme la famille Pomainville qui est la plus connue, mais il y avait également d'autres noms de gens qui vivaient à Pocmouche. Et jusqu'à ce que l'église de Pocmouche soit installée, les Autochtones ont fait enterrer leurs personnes ici. La famille Pomainville est intéressante. Vous voyez, les Gagnon, les Caplans, ils portaient généralement des noms français parce que quand on les a évangélisés, on leur a donné des noms. La famille Pomainville, c'est la plus connue dans le coin ici, puisqu'elle a été...
ce serait un Pomainville, un Canadien-Français qui était marié à une autochtone, qui est venu s'installer ici vers les années 1740, a rejoint la réserve de Pocmouche, et par la suite, il y a tout un clan, une partie du groupe Bernard Pomainville en fait, et d'autres qui se sont installés à Saulville, à Bas-Caraquette, qui ont été là jusque dans les années 1840. Les Pomainville, comme tous les autres autochtones, ont presque tous été déménagés à Burnchurch vers 1850. Et à Burnchurch, les Pomainville portent maintenant le nom de Somerville. Si vous allez à Burnchurch, il y a une très grande famille qui s'appelle Somerville, dont les ancêtres sont enterrés ici à Caraquette, dans le cimetière. Deuxième cimetière, c'est le cimetière Monseigneur Cook, Monseigneur Thomas Cook. Thomas Cook était notre curé c'est le curé qui a eu la tâche difficile de déplacer l'église de Sainte-Anne-du-Bocage à ici, construire la première église de pierre en 1820 et d'aménager ce cimetière. Ce cimetière est témoin d'une période très difficile. Tragédie maritime, 1857, une grande tragédie maritime. L'émeute de Caraquette, Louis Mailloux est enterré dans ce domaine-là. Il y a une particularité, 3200 morts qui sont enterrés dans ce cimetière, dont presque la moitié, 1400 sont des enfants de moins de 10 ans. Et ça, vous allez là-dedans, vous voyez, il y a eu un travail magnifique de fait où on a inscrit tous les noms de tous les résidents, on ne peut pas les appeler de même, les locataires de l'endroit, de tous ceux qui sont enterrés là, et avec leur âge, et 1400, ça veut dire 45% de la population. Et ça, c'est le témoin d'un temps difficile. On parle bien sûr des épidémies de grippe espagnole et de toutes sortes de malaises, et bien sûr d'une hygiène qui ne permettait pas il ne permettait qu'une fois sur deux de sauver les enfants. Presque la moitié des gens enterrés dans ce cimetière-là sont âgés de moins de 10 ans. Le cimetière, vers 1900, commence à se remplir et on ne sait pas comment on va régler le problème. Bien sûr, avant qu'on prépare un deuxième cimetière, on construit le collège en 1899 et en 1907, on fait un agrandissement au collège, la grande partie, et ce que l'on fait, avec la terre de la fondation de l'agrandissement du collège, on met une deuxième couche par-dessus les tombes qui sont là, et il y a, pour quelques années, on enterre sur 2 étages. Donc, dans le fond du cimetière, on dit qu'il y a peut-être une centaine de corps qui, eux, sont enterrés par-dessus les autres. Je vous montre ici, sur cette photo-là, c'est ça le cimetière. Il serait pris du stationnement là en avant de l'hôtel de ville, le collège est là. Ça, c'est avant qu'on a monté la terre, mais on a une indication, maman dirait, d'un aménagement très chenu. Il n'y avait pas de décoration, on n'en était pas encore là-dedans, on ne coupait à peu près pas les arbres, et c'était peut-être pas macabre, mais c'était pas nécessairement bien entretenu comme cimetière. J'ai une autre photo, on va continuer, de ce cimetière-là. Ici, c'est une procession. Comme vous le voyez, ça, c'est fait encore une fois, avant qu'on ait relevé le terrain. Parce que si vous allez aujourd'hui, quand vous rentrez dans la cour de l'école ou du centre culturel, vous voyez que le terrain est plus élevé, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Mais le cimetière a été utilisé jusqu'en 1918. Si on continue, ça, ce sont bien sûr le monument central qui a été installé là en 1955, dans les années 50, par le père Camille Albert, qui a redonné, lui, une nouvelle vie à ces cimetières-là, puis qui a mis un peu d'ordre dedans en faisant la clôture en avant.
avec des pierres. Et c'est Luc Poirier, pas de par en bas, là, mais de près du quai, le père de... Aidez-moi. Le père de Lionel Poirier, puis les Borlocks, là, qui était le charpentier qui a tout mis ensemble. Et on nous dit que la pierre venait, la pierre qui a servi à ça et à la clôture en avant, venait de la Gaspésie. Et c'est Luc qui avait transporté ça en bateau pour construire la maison de son fils, Oscar, qui est maintenant... et c'est son autre frère qui a pris... La maison est toujours là, la maison à Maison Arthur. C'est beau. Moi, un vieux, hein, j'ai pas les mémoires des noms. C'est beau. OK, on va continuer. L'autre cimetière, qui est le cimetière des protestants. Je l'ai intitulé « Un cimetière toujours vivant », 1875. Effectivement, c'est en 1875 que cette église-là est construite, à peu près à l'époque de l'émeute de Caraquette. Les protestants de Caraquette, avant ça, sont enterrés sur les caps. Si vous montez chez un presbytère, je pense que c'est le presbytère hein? Oui, à New Bandon, il n'y a plus d'église en avant. C'est un champ, vous voyez, qui est marqué Protestant Cemetery. Et là, on voit, par exemple, James Blackall qui est enterré là, d'autres familles anglophones de Caraquette qui se sont... avant cette année-là. Et cette année-là, quand on construit l'église, on en fait une église multiconfessionnelle, c'est-à-dire de toutes les églises protestantes. Il y avait des méthodistes, il y avait des anglicans, il y avait des baptistes aussi. Donc, pour la communauté anglophone, qui était essentiellement quelques familles anglaises et jerseyaises, qui se sont joints ensemble, et à partir de là, on a commencé à enterrer les gens à partir du moment que l'église était ouverte. La particularité du cimetière, la particularité de ce cimetière-là, c'est que c'est un cimetière qui est divisé par blocs familiaux. Ici, on n'a pas ça, mais si vous allez là-dedans, et vous pouvez y aller, c'est tous les jours, il y a la famille Young qui a un gros lot, la famille Soul, et moi, ça fait 10 ans qu'on habite, je pense, à notre maison, et il y a déjà eu au moins 5 funérailles dans ce cimetière-là, depuis qu'on y est, particulièrement les Young, les filles de Fred Young. Il y en a 2 qui sont décédées, une avec son mari, M. Kerwin, qui était agent des pêches ici, qui ont été enterrés là-dedans. Bien sûr, et dans le cas des Soul, la famille Soul de Moret-Fils, il y avait 6 ou 16 enfants qui étaient presque tous des célibataires, sauf Grace Donald qui habite toujours à Fredericton, mais ses frères et sœurs, dans les 10 dernières années, sont décédés. Il y en a 5 d'eux autres, et ils sont décédés, ils sont venus se faire enterrer ici, dans ce cimetière-là. Bien sûr, les Blackall sont bien représentés là-dedans. La famille Duval, John Duval et Elisabeth Lecouteur, qui ont eu 2 fils, Fred Duval et, je pense que c'est John et Fred Duval, qui sont morts dans les années 1960, sont aussi enterrés là-dedans. Ils avaient la particularité, selon Grace Soul, d'être les seuls protestants de la région ici qui ne parlaient pas l'anglais. Et eux, ce sont des descendants de Amos Duval et ses 2 frères qui ont fait l'intérieur de l'église ici dans Clarence. Vous avez éloquemment parlé il y a quelques semaines passées. Et eux ont obtenu une concession de terre, 500 acres de terre, derrière Bertrand, dans le chemin des Duval, et se sont installés là. Et les derniers descendants, les 2 vieux garçons, John et qui étaient protestants, continuaient d'aller au service là et ont élevé à un moment donné, parce que vous voyez, leur mère était une Lecouteur, ont élevé les 2 enfants de leur mère, qui était devenue de leur sœur, de leur tante, qui était devenue orphelin à Miscou, mais qui était catholique, les ont élevés à la religion catholique, malgré le fait qu'eux étaient protestants. Les gens de Bertrand se rappellent, dans les années 50, de voir les frères Duval
atteler le cheval pour venir conduire les jeunes à l'église et d'attendre patiemment à l'extérieur de l'église avant que le service se continue. Pour ceux qui connaissent Stéphane Lecouteur, qui travaillait au bureau de poste ici, bon joueur de golf qu'on nous dit, c'est son père, ça, qui était un de ces deux enfants-là, qui a hérité du bien des Duval. On continue. Je dirais le résident le plus célèbre de ce cimetière-là, c'est Robert Young. C'est le Bob Young de Louis Mailloux, qui jouait le rôle du méchant dans Louis Mailloux. Bob Young, qui était bien sûr le premier des Young à s'installer ici ils étaient deux frères pour un moment donné, et qui a eu 4-5 enfants, marié avec Sarah Hubbard, la fameuse maîtresse d'école qui avait été embauchée justement dans le contexte de la crise des écoles en 1875. Et là aussi, il y a un lot très large et très grand. Fred Young, celui qui a été notre député provincial, le père de Joan Young et le grand-père de Lynn Albert, est aussi enterré là-dedans. Fred Young, il y a quelqu'un qui m'a raconté que lorsqu'il est mort en 1968, vu la petitesse de l'Église, le père Félix Légère, qui était curé ici, avait offert gracieusement à M. Young s'il voulait prendre l'Église catholique pour le service, parce que c'était une personnalité très connue, mais que son épouse n'a pas voulu. Et Clarence pourra confirmer, ceux qui la connaissent, elle n'aurait pas fait enterrer son mari dans l'Église catholique, laissez-moi vous dire. L'autre pierre de tombe, Galligan, ça, au début, on pensait que c'était des Galuchons. Il y a des Galuchons qui sont des Jersiais qui habitent Tracadie, qui ont été... Mais la dernière information qu'on a, c'est davantage possiblement quelqu'un qui serait décédé sur un bateau et dont le corps a été laissé à Caraquette à partir d'un bateau et que la famille s'est occupée un peu plus tard à faire parvenir une pierre de tombe pour marquer la mort de leur fils. Ici, prochaine funérailles, ça c'est intéressant. Ça s'est passé à l'été 2015. C'est l'enterrement de Jean Soule. Jean Soule, probablement il y a des gens ici qui la connaissent. C'est une des filles de la famille Soule, celle qui a resté le plus longtemps dans la péninsule acadienne. Elle a travaillé à Shippagan comme gérante ou comme comptable dans les usines de poissons Swim ou National. Et lorsqu'elle est décédée, après ça, toute la famille Soule est déménagée à Fredericton, tous des gens parfaitement bilingues qui ont fini leur cours secondaire avec ce qu'ils pouvaient recevoir à l'école supérieure à Caraquette, et ils nous racontent tous avec beaucoup d'intérêt qu'ils ont marché. Ils marchaient le lundi matin jusqu'à l'école supérieure, où ce qui est le bureau du ministère des Pêches, pensionnaient dans la maison où Jean-Guy Hébert habite présentement, qui étaient les parents de la famille Landry qui est restée là, les parents de Ruffino, et ils pensionnaient là la semaine, et le vendredi, on retournait. Ils ont tous complété là, et après ça, il y a des doctorats là-dedans, dans cette famille-là, il y a des gens de très grande qualité intellectuelle. Et quand Jean est décédée, 4 ans passés, bien sûr, sa sœur Grace, celle que vous voyez avec les verres fumés en avant, qui est toujours vivante, qui a un amour indescriptible pour Caraquette. N'allez pas lui dire qu'elle ne vient pas de Caraquette parce qu'elle n'acceptera pas ça. C'est elle et d'autres qui continuent à faire en sorte que cette église-là est toujours en forme et fonctionnelle et en bon état. Et elle a décidé, bien sûr, d'enterrer sa sœur ici avec sa famille. Elle a pris soin, et c'est ça que je trouve intéressant, d'inviter ses amis du chemin Moret. On voit en avant, il y a Hilarion Jean qui est là, il y a M. Gauvin qui est décédé quelques semaines passées en arrière, et il y a d'autres personnes qui viennent de la région de Moret-Office. Elle a fait certain que ces gens-là étaient invités pour participer au service avec ses amis d'école, comme elle les appelait, elle. En plus de ça, Jean était membre de
la Royal Air Force, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des rares femmes qui n'a pas servi comme infirmière, mais vraiment comme dans la Royal Air Force, donc une militaire vétéran. Et elle a, avec mon aide et d'autres, on a voulu absolument avoir un service militaire. Elle a communiqué avec la Légion, qui sont venus lui donner un service, militaire. Et c'était, c'est peut-être drôle à dire, mais c'était beau à voir et très émouvant comme cérémonie dans ce cimetière-là. Et ça, c'est la dernière enterrement. Il reste encore quelques personnes dont on sait qu'ils veulent se faire enterrer là. OK, on continue. Cimetière actuel, 1918, fonctionnel depuis plus d'un siècle. Je n'ai pas arrivé à savoir le nombre de personnes, mais on parle de 5 000 peut-être à 6 000. Lui aussi, il est plein sur son terrain original. Il est agrandi 2 fois, on a acheté. Là, je ne sais pas, là, il reste encore quelque chose pour quelques années. Je ne sais pas, la paroisse a probablement un plan d'intervention, à savoir abrite, comme je dis, les dépouilles de plusieurs milliers d'anciens résidents. A besoin d'attention, même si la paroisse s'en entretient bien, mais ce sont les pierres de tombe qui ne passent difficilement à travers le temps. Il y a dans le fond là-bas, puis on va le voir tout à l'heure, un gros monument qui a été placé dans les années 40 et qui marque la sépulture de Monseigneur Allard et du curé Paquette. On vous a déjà dit que ces deux sépultures-là, ces deux curés-là s'étaient fait enterrer ici dans l'église et qu'en 1942, je peux changer, en 1944 plutôt, merci, ici c'est ça qui est le fun. Il y a du monde qui nous corrige quand on ne dit pas la vérité. En 1944, on a procédé, bien sûr, à la... Il y a un terme religieux, la transe. Personne de vous autres qui était longtemps chez les prêtres, assez pour savoir. De toute façon, on a enlevé les corps et on les a déplacés. Souvenir intéressant de ces corps-là, qui étaient ici dans le cimetière, Joseph Lambert se rappelle que quand il était jeune, je ne sais pas qui était bedeau ici, mais le matin, pendant les fins de semaine, il fallait aller dans la cave, allumer la fournaise qui était quelque part là, et il fallait contourner ces cercueils-là. Et il dit que le bedeau n'était pas trop brave. C'était pas Léonide, là. C'était avant Léonide, là. Ouais. Il dit que le bedeau n'étant pas trop brave, il dit il nous engageait, il nous donnait 25 cents. Il dit que le matin, on se levait. Puis il dit avec un petit fanal, puis il dit on faisait le tour des deux cercueils, puis on allait là-dedans. Donat nous raconte également qu'il a assisté au déplacement de ces corps-là. Il y en a un des deux qui avait une vitre là-dessus où on voyait le corps. Là. Ici, je vous ai donné un peu d'échantillons de pierres de tombe. Je dirais, si on peut faire une description générale de ce cimetière-là, c'est qu'il est sobre. Il n'y a pas d'exagération d'une façon générale ici dans les pierres de tombe. On est à un niveau raisonnable. Les premières sont faites de sandstone et c'est celles-là qu'on est après les perdre. Il y en a qui... On va rester sur la première, là. C'est ça. Il y en a qui les faisaient à la main. Ça, c'est évident que c'est fait. C'est handmade, là, par la famille qui l'a fait. On parle ici d'Edmond Chenard, 1916 à 1933, âgé de 17 ans, dont la famille a fait la chose. Celle-ci, c'en est une de Alexis Légère, mais qui est totalement défaite. Et ça, Yves Landry, qui de Monument Sainte-Anne, me dit que ça, c'est venu à la mode à un moment donné. C'est fait en terrazzo. Le même principe que le terrazzo, d'une espèce de pâte, de plâtre et de ciment avec des petites roches concassées, et ça ne tient pas le coup. Ça n'a pas résisté, vous voyez. Il manque 3 pieds, là. Et ça, il y en a plusieurs comme ça qui sont fait que les deux gros problèmes qu'on a, ce sont les pierres de tombe de terrazzo et celles de sandstone qui, elles, s'usent et dont on peut difficilement lire les inscriptions. Si on continue, on peut voir aussi l'évolution, qu'il y a
sans exagération, bien sûr, on constate qu'il y a beaucoup d'intérêt pour, surtout pour les pêcheurs, d'identifier qui ils sont. Ça, c'est la tombe de Jean-Claude Lantaigne, le mari de Solange, qui sont et ont bien sûr fait indiquer le bateau, le SBL. Fait qu'on voit beaucoup de ces représentations-là dans le cimetière, mais comme je l'ai dit, toujours faites, je vous dirais, il y a d'autres communautés dans la péninsule acadienne, sans les nommer, qui font preuve d'un peu moins de modestie quand ça vient le temps de mettre des choses. Ici, les gens sont d'une sobriété quand même intéressante. Si on continue, ça, c'est le cimetière, et j'ai tenté d'avoir une vérification. C'est le cimetière des enfants. Ça, c'est juste à l'arrière du cimetière, où les enfants, moi j'ai un petit frère qui est enterré là-dedans, on constate qu'au début, on nous dit que c'était fait c'était ce qu'on appelait le cimetière des anges, pour des enfants qui n'étaient pas baptisés, mais qu'on a vite transgressé cette loi-là ou ajouté à ça tous ceux qui étaient probablement avant la confirmation, d'après ce que je peux constater, et encore aujourd'hui, les enfants d'une douzaine d'années et moins récemment qui ont été enterrés l'ont toujours été dans ce coin-là. C'est le coin nord-est du cimetière où il y a quand même un nombre appréciable de jeunes enfants qui ont été enterrés là. On continue. Je n'ai pas eu le temps de faire ma recherche. Il vantait. Checkez le gars. Il a dit que... puis d'après moi, j'ai regardé où était la pierre dedans. C'était un surroi, ce journal-là. Parce que si ça avait été le norrois, les cheveux, ils auraient eu de la face. Ça, c'est... J'ai commencé ma recherche, mais je n'ai pas eu le temps de la trouver. C'est en 1949. Et la pierre tombale qu'il y a à côté, c'est la pierre tombale de Marie-Christine Godin, qui est enterrée en 1949. Vous voyez, il y a une porte aussi, il y a un châssis sur la porte, sur le couvert du cercueil, où on peut aller, je ne sais pas quoi ça sert, mais c'est là. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais probablement, là, par déduction, en allant fouiller dans les registres paroissiaux, savoir qui a été enterré, à quelle heure et à quel âge, j'aurais probablement pu savoir à qui c'était. Mais tout ce qu'on sait, il vantait. OK. Le cimetière au ruisseau Isabelle. Ça, c'est reconnu de toute évidence. C'est pour ça qu'on hésitera à dire que le cimetière de Sainte-Anne est notre premier cimetière. On se rappelle que Gabriel Giraud est à Caraquette depuis 1740, qu'il a marié une autochtone et que ses enfants ont aussi marié des autochtones. Isabelle, c'est la fille de Gabriel Giraud, le ruisseau à Isabelle, et qu'il y avait sur à peu près où est le bateau à Donald ou avant ça, il y avait un cimetière à la côte, là. Et on rapporte dans le livre de W.F. Gannon que vers 1860, il y a eu suffisamment d'érosion là qu'on a commencé à retrouver des ossements et une croix en or qu'on estime être probablement qu'appartenait à Gabriel Giraud. Il y a aussi des autochtones, semble-t-il, qui auraient pu être enterrés là, dans ce cimetière. Et c'est vers 1860 qu'on a repatrié les corps dans le cimetière, probablement de Monseigneur Cook en avant ici, puisque la mer les mangeait. À plusieurs reprises, les équipes d'archéologues ont tenté de trouver et de voir si effectivement il y avait encore des traces de ça, mais c'est sans succès. Mais il y a encore des recherches encore aussi récentes que l'été passé. Il y a une équipe d'archéologues de l'Université du Québec à Montréal ou de l'Université de Montréal qui sont venus essayer de faire des tests là, pour voir qu'est-ce qui se passait. Rituel funéraire assez imposant. Vous comprendrez que... Oh, je vais oublier celui de la butte du Calvaire. Qui se dessine, les pères udistes, bien sûr, organisent derrière la butte du Calvaire, font ce promontoire qu'on a appelé, puis qu'on appelle toujours la butte du Calvaire,
et au pied duquel on a enterré des pères eudistes qui ont été prêtres ici, et que pendant quelques années, donc c'était le début d'un cimetière en bas de cette butte du calvaire-là, mais qu'avec le déménagement du collège après son incendie de Caraquette vers Bathurst, je peux continuer, de Caraquette vers Bathurst, on aurait à ce moment-là déterré ces corps pour les amener dans le cimetière des pères eudistes à Bathurst, qui est toujours en place. Ici, je ne sais pas si c'est une cérémonie funéraire, c'est une cérémonie religieuse quelconque. De toute évidence, il y a un évêque. Vous voyez en avant? Ça a l'air sérieux. Mais on n'a pas d'indication. Je peux continuer. On n'a pas d'indication. Et ça, c'est une cérémonie, encore une fois, qu'on pense que c'est la même activité. Je ne sais pas si c'était la bénédiction de la croix ou une funéraille quelconque, mais on s'aperçoit que la fanfare, il y avait une fanfare à Caraquette qui date des années 1880, le collège a continué, et la fanfare était souvent dans des processions à caractère religieux. On continue. Là, ce que je vous dis, dans la religion catholique, et on connaît tous, la mort, c'est l'inconnu, c'est un mystère. On croit essentiellement comme catholique à la vie après la mort. On a aussi beaucoup de crainte. Il y a le ciel, il y a l'enfer, etc. Donc, on faisait du mieux qu'on pouvait pour avoir une cérémonie imposante. Donc, c'était toujours un rituel très imposant. Oui, tu peux continuer. Qu'étaient les funérailles. J'ai ici mis de quoi de plus contemporain pour dire que l'Église se remplit beaucoup plus souvent pour des funérailles que pour n'importe quoi d'autre. Et c'est le cas aujourd'hui. Ici, ce sont les funérailles d'Aldéo Genet lors du naufrage du Sormani. Je sais qu'il y a des membres de sa famille ici, 179, me trompes-tu? De toute façon, 79 ou 80. L'Église était bien sûr bondée à capacité à cette occasion-là. Et je trouvais que c'est une photo qui contemporaine. On voit des gens, il y a Gabaille en avant, Alfred Lantaigne, Yves Le Boutillier, Léon Genet, Édard Lantaigne, Silvio Blanchard, Roméo Michon. Il y a Marcel Albert, là, quelque part en arrière là-bas. Et ça, je trouve ça assez symbolique là, de la gravité ou de l'importance de nos OK? Ici, c'est la photo, les funérailles d'Azad Gallien. Si je ne me trompe pas, Azad Gallien, c'est le père de Monseigneur Gallien, qui est décédé le 23 mars 1927. Et on a découvert avec Bernard Albert, qui me disait hier, quand on a mieux préparé ça, il dit, j'ai trouvé des trous de cheminée, il dit, dans le haut de l'église en arrière. Il dit, ça veut dire qu'il devait avoir un poêle. Et comme par miracle, en regardant ça, Lynn, ma femme, m'a fait remarquer, c'est quoi cette histoire-là? Bien, c'est effectivement un tuyau, vous voyez, qui indique qu'il y avait dans le milieu de l'église ici un poêle, à cette époque-là, pour chauffer, j'assume, la place, et qui devait passer dans un de ces trous-là. Là. Ça serait facile de voir par les informations que Bernard nous donne, où les traces sont encore dans le haut du ciel là-bas. Donc ça, c'est l'église pour une funéraille. Vous constaterez qu'on met les grands draps noirs à l'arrière, derrière le maître-autel, qu'on réduit, tout est très sombre, et puis avec l'ancienne Sainte Table en avant, et le corps, bien sûr, ça n'a pas changé comme rituel, la croix, la bénédiction, les cérémonies, etc. OK, on continue. Ça, j'en avais encore une plus belle qu'Yvon Cormier m'a envoyée aujourd'hui, mais il était trop tard, j'étais pas assez smart pour l'installer dans le... j'ai pas réussi à l'installer, oui, dans le... Ça, c'est le corbillard qu'on nous dit qui appartenait à Honoré Duguay, qui était quelqu'un qui avait un hôtel, pas la famille, l'hôtel Duguay, mais une autre famille, qui avait ça et qui louait ça, bien sûr, pour les cortèges. Il n'y avait pas
d'embaumeur ici. On a commencé à embaumer, qu'on nous dit, au début des années 50, quand Émile Legrelais a commencé à le faire. Avant ça, c'était les gens alentours qui l'avaient préparé les morts. Et ça, on pouvait, bien sûr, si on avait les moyens de le faire. Puis si on n'avait pas les moyens, ben, regardez ce qui arrivait. Voilà. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui, bien sûr, ont pris la wagon chez eux, l'attelage, et puis qui ont donné ça. Et il y avait aussi, on pouvait même amener le corps à pied. Ça, c'est la fameuse croix dont je vous ai parlé tout à l'heure de Marie-Christine Godin, enterrée en 1949, qui fait son entrée. On nous dit qu'on enterrait très souvent, là, à moins que la terre, jusqu'à la fin janvier, on enterrait dans le cimetière, même si les gens n'aimaient pas voir les corps de leur famille placés dans les morgues. Après ça, c'était un peu plus... mais autant qu'ils le pouvaient, ils creusaient des tombes pour amener des gens là-bas. Donc, ça, c'est le rituel. Vous voyez en arrière la maison à Dorduguay, celle qui vient d'être rénovée, et la maison à Graham-Leblanc, là, la vieille maison du docteur Le Boutillier, qui sont juste en arrière là. On voit déjà que le cimetière a été rénové, probablement en 1940, avec les clôtures qui sont toujours là. On continue. Ici, c'est un cortège funèbre, et c'est le fils, nous dit-on, l'enfant de Gilbert Cormier. Vous savez, Raymond Gilbert, puis ces familles-là, qui, eux, restaient dans la maison où Léopold Poirier a resté là, en face du double D. Donc, c'est un enfant, et on voit toujours, puis je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure, quand il y a des enfants qui sont enterrés, il y a toujours du blanc, à quelque part. Donc, les cercueils sont blancs, les voiles ou les bannières sont blanches, etc. La raison pour laquelle je vous parle des retraites fermées, c'est que dans toute ma recherche, j'ai entendu, puis la mère de Clarence Milly m'avait déjà raconté ça, qu'on a eu ici dans les années 40 et dans les années 50, ce qu'on appelait des retraites, pas des retraites fermées, mais des retraites, c'était pas des retraites fermées, c'était plus des retraites paroissiales, où on faisait venir des prêtres, particulièrement des oblats, le père Paradis et le père Champagne, qui pouvaient semer la terreur dans la paroisse pendant 2 semaines. Aujourd'hui, si on serait à définir ce type de religion-là, puis là, je vais être très prudent, je suis dans une église ici à Caraquette, là, mais j'ai parlé avec Sœur Daigle pendant 1 heure de ça matin, puis elle m'a dit que je pouvais y aller avec ça. C'était vraiment, je dirais, de la religion, là, hardcore, vraiment, où la misère, là, le diable, l'enfer, le bien, le mal, tout était... Et ces prêtres-là venaient ici pendant 3, des fois jusqu'à 2 semaines, une dizaine de jours jusqu'à 2 semaines dans la paroisse, 2, 3, 4 prêtres, et prenaient d'assaut la paroisse en faisant des activités le matin, en forçant les mères de famille qui avaient des enfants, qui allaitaient encore des enfants à venir à l'église, en faisant marcher les femmes pénitentes d'à genoux de l'église à descendre là-bas. Et le soir, c'était pour les hommes. Il y avait des célibataires. Et il n'y avait pas de limite. Et Clarence nous a raconté la dernière fois là, que sa mère avait pas fait l'erreur de lui dire que son plus vieux fils avait un problème de bouteille à la maison. Il est venu ici, puis il l'a pointé directement dans l'église en disant ça. Le garçon, Mme Chenard, a un problème d'alcool, on va prier pour lui. Ça n'avait aucun bon sens. Et c'est pas tous les paroisses qui acceptaient que ces prêtres-là venaient faire ce type de dévotion-là. Mais le père Albert, on constate, et c'est comme ça que j'ai fait des trouvailles cette semaine, on constate que le père Camille Albert les aimait bien. Mais quand on me dit à Tracadie, le père Trudel ne voulait rien savoir d'eux autres. Ils ne sont jamais allés à Tracadie. Et ils venaient ici pour, comme je vous dis, avoir ça. Et j'ai entendu parler qu'ils amenaient du monde dans le cimetière la nuit. Fait là, j'ai essayé de comprendre.
Puis j'ai trouvé des informations qui, effectivement, confirment ça. Puis je vais vous les lire ici. Imaginez ça, ça sort de l'entendement, mais écoute, vous voulez autre temps. T'as fait ça? Mais particulièrement, ici, là, ils mettaient des micros dehors, puis ils faisaient leur serment, là, et ils mettaient des micros pour crier aux morts, pour que les morts communiquent avec je ne sais pas qui, et amenaient les veuves et les orphelins dans le cimetière la nuit, devant la tombe de leurs parents défunts, pour crier au ciel quelque chose. Fait que, hey, on nous dit qu'il y a du monde qui ne se sont jamais remis de ça. C'est pas plus compliqué que ça. À soir, on ne fera pas ça, rassurez-vous. Écoutez, je vais faire lecture de ce qu'une madame une madame de Rivière-du-Portage dit, puis, et ça, c'est en 50, puis tout de suite après, ils sont venus à Caraquette en 1951. Et ils étaient forts sur les croix. Les fameuses croix de chemin, j'en ai une en avant de chez nous, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, OK, ont été plus ou moins construits dans l'église ici. On a amené le bois, on les a montés dans l'église, ils ont été bénis ici dans tout ce contexte-là, et ils ont été ramenés là-bas. Mais voici, la madame dit, on avait droit à des sermons excessivement virulents, jusqu'à tard dans la nuit, accompagnés de mises en scène inoubliables. Le prêtre dans l'église qui, à l'aide de son haut-parleur installé sur l'extérieur de l'église, crie aux morts du cimetière de se lever. Les femmes qui doivent marcher à genoux de l'arrière de l'église jusqu'à l'autel. Les orphelins réunis dans le cimetière en pleine nuit et qui doivent crier à leurs parents défunts. Et les veuves à leurs maris. OK, moi-même, j'ai peur, je sais pas, je peux finir ma conférence. OK, on continue. Ici, ça n'a pas de rapport, ça aurait dû être mis dans les rituels funéraires. C'est dans le cimetière, c'est la maison à François Blanchard en arrière, où une de ses filles reste encore là, la maison juste en face du cimetière. Et ça, c'est une funéraille d'enfants. Regardez les voiles blanches, et montre-moi donc, avec la fanfare, montre-moi donc la prochaine. Voyons, ma plus belle photo n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout cassé mon show. Non, c'est pas là, je te dis. Attends. Va donc encore une fois plus loin. Ça, ce sont les croix qu'on a effectivement faites et puis qu'on a installées. Il y en a 7 qui ont été faites dans le cadre de ces neuvaines-là, puis installées un peu partout dans la paroisse. Tu peux continuer. C'est celle-là qui est installée en avant de chez nous, c'est en 1954, l'année mariale. Et on a mis, avec ces croix-là, tu peux continuer encore. Là, c'est ici. Ça, c'est presque intriguant. Et on voit, il y a un cercueil blanc. C'est un cercueil d'enfants. C'est un cercueil d'enfants. Et je ne sais pas où on va, parce que ça semble se diriger pas vers le cimetière, mais davantage vers l'église. Avec ces grands voiles-là. C'est des enfants à qui on faisait porter des voiles. C'est presque mystérieux et mystique. Et difficile en tout cas, ça va me faire chercher pour un autre 2 ans, je suis sûr de ça. On continue? Oui. On peut peut-être juste terminer en vous rappelant que ceux qui sont intéressés, on va continuer notre petite visite à l'arrière de l'église, on va marcher sur la rue Blanchard, faire le tour du cimetière, on va venir de l'autre bord, pour vous dire que notre cimetière a besoin d'aide. J'ai l'impression aussi comme l'église et comme tout ce qu'il y en a là-dedans. Mais je constate 2 choses. La paroisse l'entretient très bien, il est bien entretenu, les gars, mais les pierres de tombe sont en mauvais état. Même si vous avez des gens de vos familles qui n'ont pas été enterrés il y a si longtemps, il y a parfois du champignon qui va pousser sur les pierres et puis qu'on ne peut plus faire les lectures. Et ça, on vous demande juste d'avoir une attention spéciale avec les décédés de vos familles, d'aller voir de temps en temps pour s'assurer que tout est mis en place et que tout est ça. Et un jour, il va falloir qu'on
qu'on s'en occupe. Et parce que, comme le disait si bien Joseph Howe en 1860, un peuple qui se respecte conserve ses archives, restaure ses bâtiments et fleurit ses cimetières. Sur ce, ça met fin à cette première chose. Merci à Aline Landry qui fait un travail incroyable à tout mettre ça ensemble, à Clarence Le Breton qui m'a été d'une grande aide dans celle-ci, et Yvon Cormier pour les magnifiques photos. Yvon Cormier est après faire un miracle ici pour notre histoire. On est privilégiés. C'est pas toutes les paroisses, c'est pas tout le monde qui pourrait passer 3/4 d'heure à montrer des photos d'enterrement puis de rituels funéraires dans la péninsule acadienne, mais ici, on peut, à cause des milliers de photos qui vont Cormier ramasse, et ça mérite, je pense, toute notre attention. Sur ce, on va arrêter ça là. Merci beaucoup!